À aucun moment, je voulais que ces personnes-là, ça puisse me voir en tant que faible. L'effet qu'on a un handicap, c'est vrai qu'on doit se surpasser, se dépasser tout le temps. Bienvenue dans ce podcast. Nous allons parler de sport, autour du sport, les bienfaits du sport, surtout donner la parole à ceux qui sont en mouvement et ce que le sport leur apporte. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Ronnie Brut, autrement capable. Il va nous parler aujourd'hui, dans son premier épisode, de son marathon, de ce qu'il a vécu pendant son marathon et même déjà comment il est arrivé à parler, à arriver au marathon. Parce qu'à la base, il va nous raconter son histoire. Il va déjà se présenter. Est-ce qu'on doit encore présenter Ronnie Brut? Je ne sais pas, puisque c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. C'est l'Américain, c'est mon Américain, c'est entre nous. Donc, je vais laisser se présenter. Ah ben voilà, je me présente, je suis Ronnie, Ronnie Brut depuis 6 ans, je fais maintenant des marathons. Le marathon, ça a commencé comment? Alors du coup, 2021, il faut savoir que 2020 a été la période Covid. C'est un moment de ma vie qui était, je dirais, assez compliqué, hein. C'est un moment effectivement que c'était difficile. Je perdais en même temps ma vue. Je perdais en même temps des personnes qui étaient à mes côtés, mais qui m'ont quitté en fin de compte. Et du coup, je me retrouve seul avec être non-voyant dans une maison. J'ai passé le désert, hein. J'ai traversé le désert. Et après, lorsque je me suis reconstruit 6 mois après, l'idée m'est venue, hein. L'idée m'est venue à partir de 7, 8 mois. Je me suis dit, bon, je vais courir, en fin de compte. Courir pour parler de ma pathologie déjà, de montrer à d'autres personnes qu'on peut s'en sortir, quelles qu'en soient les difficultés qu'on peut avoir. Et du coup, arrive 2021. Alors 2021, c'est où j'ai commencé à courir avec Monsieur Boger, Victor, qui nous a initiés effectivement au marathon. Et on en faisait des petits kilomètres, des 5, des 10, et puis plus ça montait, on a pris du plaisir. Et en même temps, je me reconstruisais en même temps. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir Daniel Diomar qui nous a fait un programme sur le marathon. Et du coup, j'ai fait mon premier marathon de Paris en 2022. Mais le premier marathon, j'ai fait en Guadeloupe, c'était le défi courage, hein. Le défi courage, je t'ai dit. On est parti à 2h57 du matin à Chalcoéfin. Je me rappelle de ça, hein. Tu te rappelles? Voilà, parce qu'il me semble que tu faisais partie effectivement de la team. Tu nous as rejoint Je devais te rejoindre presque vers la fin. Je devais faire 10 km au 30e kilomètre. Mais c'était quelque chose d'organisé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cette histoire. Ils Exactement. ont l'occasion de le vivre sur YouTube, puisque ça a été filmé. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent revoir. Mais c'était une très, très belle expérience. Et je pense qu'on l'a tous vécu, hein. Moi-même, c'est la première fois que je vivais un marathon, on va dire, qui n'était pas forcément officiel, mais que dans l'organisation, il y a eu une sacrée organisation, puisque on est parti, vous êtes parti très tôt. Très tôt. Et non, c'était une très, très, très belle aventure. Voilà, et là, je me suis lancé le défi, en fin de compte, pour faire ce défi-là, hein, ce marathon dont j'ai appelé le défi courage mental. Et du coup, j'ai couru en 3h44. J'avais Woody qui courait à mes côtés et qui me servait de guide. Il y avait Eddie Boulette. On avait quand même Hébreu, on avait quand même des coureurs qui étaient avec nous. Du coup, le parcours était magnifique. Il faisait bon parce qu'il était 3h du matin lorsqu'on est parti, 2h57, 3h. On avait Karine aussi Durieux qui faisait le tempo aussi. Alors, voilà, mais on avait toute une équipe autour de nous, avec Bruno, tout ça, Boger. Voilà. Alors, et là, j'ai dit à mon frère que je vais le faire. Et à partir de là,
J'ai couru pendant les 3h44. On est parti la nuit. On est arrivé, il faisait jour, hein, 7h47 du matin, t'es dit. Mhm. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai serré mon frère dans mes bras. Je lui ai dit, ah ben, je l'ai fait. Je t'avais dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Et puis, depuis ce jour-là, ah ben, le marathon m'a gagné, en fin de compte, en me montrant que je peux faire beaucoup plus, je peux faire des choses, je peux me dépasser. Et là, je me suis dépassé et c'est souvent, je dis que les épreuves de notre vie, ça nous construit. Ça ne doit pas nous détruire, justement. Ça doit nous construire pour aller toujours plus loin. Et là, je l'ai montré à travers cette pathologie qui est la rétinite pigmentaire, dont j'ai perdu ma vue. Mais j'ai montré que je peux le faire. Je peux le faire, même non-voyant. Je l'ai fait et j'ai montré que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai continué à me challenger et à continuer effectivement sur des défis du marathon de Paris, dont j'en fais plusieurs, dont Teddy est bien là pour me poser les questions qu'il doit me poser et pour savoir que ça n'a pas été facile. Donc, j'ai compris. En fait, là, par rapport à ce que tu me dis, en fait, je comprends que la course à pied a été à un moment très difficile dans ta vie, une solution, un exutoire, quelque chose qui t'a permis d'évacuer, de prendre du recul, en même temps de prendre du plaisir, d'apprendre sur toi aussi. Mais pourquoi un marathon? Puisque à la base, les gens qui ont peut-être lu ton livre, Autrement capable, pour ceux qui sont au courant et ceux qui ne le savent pas, ben, tu as écrit un livre, tu as écrit une autobiographie, que tu es un sprinter à la base. C'est-à-dire que tu es champion du 60 mètres et, en cadet. Exact. Et passer de 60 mètres à 42 km 195, il y a tout un monde, il y a un univers. Parce qu'on sait bien beaucoup que même parmi les coureurs qui t'ont accompagné, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais fait de marathon lors du premier défi qu'on a fait en Guadeloupe. Et Exactement. peut-être que jusqu'à présent, il y en a encore qui sont des coureurs confirmés en Guadeloupe et qui n'ont jamais touché cette distance. Pourquoi un marathon? Peut-être un semi, peut-être pourquoi un marathon? Alors, pourquoi un marathon? Je me dis qu'un marathon, c'est une vie. Parce que je pense que souvent on dit que j'ai fait un marathon. Mais on fait beaucoup de choses dans une journée. Il y a pas mal d'obstacles des fois dans notre trajectoire. Et moi, j'ai considéré que le marathon va plus m'habiller. Pourquoi? Parce que à travers d'où je suis passé, hein, ce désert dont j'ai traversé, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait effectivement que j'aille chercher quelque chose pour me pousser au bout et de me montrer effectivement que je me suis en sorti à travers le sport, à travers le dépassement de soi, la négation, la persévérance et de la résilience aussi. Alors pour moi, c'était tout à fait normal d'aller chercher ce marathon parce que la douleur a été tellement intense que je sais qu'à travers le marathon, j'allais souffrir autant. Et comme je connaissais ce qui est, je dirais, le dépassement de soi, parce que lorsque tu vis des épreuves, il faut te dépasser pour sortir justement de ces moments, je dirais, qui sont difficiles, qui sont éprouvants pour le cerveau. Et je pense que en faisant du sport, déjà, mentalement, tu te construis pour être fort au niveau de la tête. Et la préparation d'un marathon, effectivement, ça demande énormément de rigueur. Tu dit, voilà, ça demande beaucoup de discipline parce que c'est des kilomètres qu'on va avaler. Il faut savoir qu'on est sur 100 kilomètres semaine. Ça peut être des bi-quotidiens. Alors, ça demande une rigueur, mais une rigueur et aussi une hygiène de vie en termes de nourriture aussi. C'est vraiment une discipline, je dirais, pour soi-même. Et à partir de ce marathon dont j'ai choisi de faire. Alors, j'ai retrouvé, je dirais, toute ma vie, tout ce que j'ai pu passer, tout ce que j'ai pu traverser. Pour moi, le marathon, ça me ressemblait. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre à genoux et ne pas remonter. Alors, le marathon, effectivement, lorsque tu cours un marathon, tu passes toutes les épreuves de tout ton corps traverse des épreuves. Tu as plusieurs vies. Ah ben voilà, effectivement, tu as Tu as plusieurs plusieurs vies. vies. Comme tu le dis, c'est bien, t'es dit, hein, effectivement, j'ai eu plusieurs vies.
en faisant des marathons. Mais Mhm. chaque marathon, t'es dit, est différent. C'est pas les mêmes choses que tu vis, c'est pas les mêmes choses que tu subis, parce que tu veux monter en performance, alors ça demande plus d'exigence, beaucoup plus. C'est vrai, alors, tu vois que pour beaucoup de personnes, se lever tôt le matin, puisque on va y revenir, hein, puisque par rapport à tes exigences, tu es obligé de courir assez tôt. Mais pour des gens, courir, allez, 20 kilomètres le matin, on se dit pourquoi? C'est-à-dire, le matin, te réveiller tôt, mettre tes chaussures, sachant que quand tu prépares ton marathon, tu as déjà fait, tu as une semaine, puisque les entraînements les plus longs, c'est-à-dire les sorties les plus longues, c'est plutôt le week-end. Tu as les 2h30 pour préparer un marathon qui va durer très longtemps. Et sachant que la semaine, tu as déjà fait pas mal de kilomètres, comment tu trouves l'énergie? Comment toi tu fais pour te Alors, motiver? comment je fais pour me motiver? Il faut savoir que l'objectif est là. Je sais que j'ai programmé cet objectif de faire ce marathon. Il y a une date butoir qui veut dire le marathon, c'est 3 mois de préparation. Et là, je sais que la date butoir, c'est dans 3 mois exactement. Je dois être enfin prêt, affûté pour permettre de faire ce marathon. Alors, je vais accepter tous les contraintes et tous les avantages aussi que le marathon va bien sûr m'apporter. Parce que en me réveillant très tôt le matin, il faut savoir qu'il y a une discipline, hein, parce que effectivement, je suis non-voyant. Je dois m'organiser depuis la veille pour permettre effectivement de préparer mon short, mon débardeur, mon bracelet, ma montre, la lumière. Tu fais ça tout seul? Je fais ça tout seul, oui. Et Je fais comment ça tu tout seul. fais? Comment tu fais? Alors du coup, comment je fais? Alors j'ai mes repères, hein, j'ai mes repères. J'ai des endroits où je les pose au même endroit. Voilà, effectivement, si je les perds ou je les retrouve pas, ou je peux appeler une proche, hein, quelqu'un, Mhm, ou en visio. mhm. Voilà, comme je dis, autrement capable, hein. Et Ok. je dis, bon, j'ai fait tomber un truc, mais je n'arrive pas à voir ce que j'ai trouvé. Elle me dit, ah, mais appelle-moi en visio. Voilà, je regarde. Ah, mais voilà, mais c'est là. Alors, en fait, moi, je fais en sorte de toujours trouver une solution. Et lorsque je ne trouve pas de solution, ah ben, je tâte un peu partout, voilà, sous le son. Je sais que c'est tombé là. Et là, je vais au son. Je prends peut-être soit la montée tombée, ou soit peut-être ça peut arriver aussi. Souvent, ça m'arrive, hein, la paire de chaussettes, que lorsque je vais la mettre, peut-être ça part. Je dis, oh, putain, alors je cherche la chaussette, et Tu trouves parfois, des solutions, quoi. je trouve toujours une Bien solution. sûr. Parce Ok. que, et là, mes chaussures sont déjà prêtes dehors, sur le banc, à côté du banc. C'est où quand je me réveille. C'est très important, t'as dit, je fais mon lit, parce que je prépare, je fais mon lit, j'arrange bien mon lit, bien, parce que je sais qu'il faut commencer après à être déjà. Je dis déjà, il faut être déjà, laisser sa maison bien. Déjà, tu vas te sentir bien. Ça, c'est pas voilà, gomme, mon Voilà. gars, vont toucher fait coucher, on passe à ce qui est rentré. Ah, exactement. Alors moi, je fais mon lit bien au carré, tout. Et puis après, je regarde, je charge ma lampe le soir. Je Mhm. charge parce que pour que je ne puisse pas avoir, pour que ça soit bien chargé. Et puis je prépare ma montre, je prends mes gels, mes flasques, tout. Et mon guide qui va m'attendre au bord de la route, hein, devant la barrière, je fais en sorte, toujours, t'es dit, toujours, je fais en sorte d'être là avant lui. Pour moi, c'est le respect, parce que c'est une discipline aussi. Parce que je me dis, il sort de très de loin, il sort à Petit-Bourg pour venir me chercher à Sainte-Rose. Alors, je suis déjà devant la porte en train de l'attendre, souvent. Mais tu dis souvent, dans ton livre, hein, tu sais, très tôt, tu aimais courir. Tu étais quelqu'un qui courait beaucoup. Très tôt, tu as voulu faire de l'athlétisme. Mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Quand tu cours, qu'est-ce que tu ressens? C'est une très bonne question, t'es dit. C'est très bien. En plus, c'est beau ce qu'on est en train de vivre là, de donner son expérience. Ça, c'est magique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne déjà une satisfaction, je dirais, je suis satisfait. Quand je cours et j'ai réussi à ma séance, et ça m'apporte un bien-être personnel. Ça m'apporte effectivement, en fin de compte, j'oublie tout.
J'oublie tout, je ne suis pas dans la réflexion, je réfléchis plus, je suis sur mon objectif. Et souvent, je dis aux jeunes, hein, tout le temps, je leur dis de garder l'objectif, ne sortez pas de l'objectif, restez dans le plan, ne sortez pas dans le plan. Tu peux sortir, mais revenir dans le plan. Et c'est important d'avoir l'objectif. Moi, l'objectif, c'est le marathon. Alors, le bien-être que ça m'apporte, comme tu m'as posé la question, c'est un bien-être intérieur, c'est un bien-être de dépassement de soi. Ça veut dire que je vais me dépasser. Je vais sans doute me faire du mal, mais en même temps, je me fais du bien. Je me fais du bien parce que j'ai réussi ma séance, j'ai réussi à courir 20 km à l'entraînement, 25 plus des fractionnés là-dedans. Euh, je dis, et je peux vous dire que c'est pas le mot que j'aime, pas facile parce que on vit tous les jours des moments, le fait qu'on a un handicap, c'est vrai que on doit se surpasser, se dépasser tout le temps. Alors, pas facile ou pas, on est tout le temps dans le dur. Alors, moi, je dis que lorsque je cours, je m'évade. Je m'évade déjà, je ne vois pas, mais je m'évade autre part. Je suis en train je dirais, je visualise parfois mon enfance, je visualise des moments, de bons moments, lorsque ça commence à devenir dur. Je repense à mon grand-père. En fin de compte, quand tu es non-voyant, tu es tout le temps en train d'imaginer. Et surtout que je ne suis pas né non-voyant. J'ai vu le monde, j'ai connu le monde. Et en faisant du sport, je dirais que quelque part, nous qui avons un handicap, t'es dit, c'est comme si euh, on le fait, mais pour se faire connaître. Se faire connaître que nous, on existe. C'est pas qu'on a un handicap on n'existe pas au reste du monde. Alors, l'handicap, comme je le dis souvent, ce n'est pas mon identité. Et ce n'est pas l'identité de personne qui a un handicap. Tout simplement, on a eu l'handicap, mais ça ne nous empêche pas effectivement d'être ce que nous sommes. Alors, pour te dire, la vraie des choses, je t'ai dit, c'est un moment enfant dynamique que j'étais pendant ma jeunesse, mon adolescence, etc. Arrivé un moment que je n'allais plus voir, je sentais et je voyais déjà l'avenir, que ça allait être compliqué dans le sens que je n'allais pas être écouté, c'est sûr, parce que tu as un handicap, on te dit que bon, tu vaux pas grand-chose parce que tu es déjà dans une case. On t'a déjà casé déjà. Mais à aucun moment, j'ai voulu qu'on me case. Alors, du coup, je vais toujours chercher l'extrême pour, pour toujours exister. Et je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on doit se donner et se dépasser tout le temps pour exister dans cette société que euh, personne doit vivre ça, en fin de compte. Mhm. Alors, en poussant les frontières, en poussant les frontières de mon corps aussi, c'est une manière effectivement de montrer que nous existons. Nous existons et normalement, je n'aurais pas même dû faire tout ça parce que je pense qu'on est dans une société que tout un chacun doivent se reconnaître et doivent vivre ensemble et doivent se respecter et doivent avoir des rêves. Ce n'est pas parce que tu as un handicap, tu dois pas rêver. Tu ne dois pas rêver d'avoir une belle maison, on n'a pas rêvé de vouloir voyager, de ne pas vouloir avoir des enfants, de fonder une famille et que parce que tu as un handicap, tu n'as pas le droit d'avoir une femme parce que parfois il y a la honte aussi. Les gens n'arrivent pas à sortir ou peut-être il y a tellement de choses qui je pense que c'est horrible et que par rapport à tout ce que je fais là, c'est aussi de montrer que je me suis en sorti à travers le sport, à travers tout ce que je fais là, pour permettre effectivement que les choses puissent changer aussi et que ces personnes-là ne restent pas dans un coin, ne restent pas enfermées. Au contraire, on a besoin aussi de guides pour permettre effectivement, parce que sans mes deux guides, Patrice et Woody, Darius et Oclore, je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais là, même si j'avais toute la bonne volonté, mais pour montrer encore qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Et effectivement, par rapport à ces deux hommes-là qui m'ont donné leur temps, qui m'ont donné leur énergie. Ben, je vais rebondir en parlant de tes deux guides, parce que c'est quelque chose de... Je trouve ça très fort. Je t'ai toujours dit, pour moi, tu avais ce qu'on appelle, à mon sens, que je définis comme un don proprioceptif. Tu as un don pour t'orienter dans l'espace. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ta cécité et qui se rendent pas compte tout de suite le fait que tu sois non-voyant parce qu'ils trouvent par rapport à ta posture, comment tu évolues, tu n'évolues pas avec, on va dire, quelqu'un qui a de crainte, qui a de peur.
Et moi, j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois de dire, mais comment Ronnie fait pour courir? Quand je cours, je ferme les yeux, mais je me dis, mais comment il fait? Surtout que bon, quand je le fais à une allure très limitée. Et vu à l'allure que toi, tu le fais, je me dis, mais ça demande un lâcher-prise très, très, très profond. Ça veut dire que comment tu as construit en fait cette confiance que tu as eue avec tes guides en fait pour qu'ils puissent te mener, te guider seulement à la voix et seulement avec une corde? Ben, c'est encore, c'est très pertinent et c'est très beau comme question. J'aime bien. Ça permettrait effectivement que les gens puissent bien comprendre. Effectivement, souvent les gens pensent que je vois parce que vu la façon dont je me comporte, dans la façon dont je fais. Je me rappelle lorsque j'ai commencé, je voyais un petit peu encore. Et Bruno, je lui disais de mettre un t-shirt pour te dire que la volonté, parce que il allait courir avec Joël, avec des copains. Et moi, j'ai fait du sport. Je ne voulais pas rester dans la maison à se dire, bon, ben, je me contente que je suis non-voyant, malvoyant, que je ne vais pas courir. Alors, il mettait un t-shirt orange fluo et je n'avais pas encore de bracelet, c'était tout au début. Je tenais son t-shirt pour te montrer la volonté que j'avais pour ne pas rester assis dans un coin. Et du coup, je courais avec lui comme ça. Et dès que je pouvais bien centrer, dès que la route était un petit peu marquée, je pouvais voir, je lâchais, je gérais avec mes yeux ce que je pouvais voir, je gérais. Alors qui fait que j'ai gardé justement la proprioception parce que je travaille beaucoup mes pieds. Euh, la peur, en fin de compte, à aucun moment, la peur m'a envahi. Parce que j'ai été dans une école cet après-midi, on a fait les enfants tester les yeux bandés à- avec un guide. Et lorsque je leur demandais leur ressenti, tous les enfants me disaient j'ai eu peur. Je marchais, mais j'avais peur. Alors effectivement, la peur, en fin de compte, c'est comme si j'ai banni la peur. J'ai banni la peur parce que pour moi, il fallait que je fasse quelque chose pour que je sois l'homme que je suis aujourd'hui et l'enfant que j'ai été, dynamique, sans peur, qui vivait comme tous les enfants. Alors, je me suis dépassé. C'est une Et expérience que tout le monde devrait tenter. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on devrait tous vivre en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, même évoluer pendant 5 minutes, 10 minutes, ben, sans voix. Et comme tu dis, ben, sortir de cette peur, de l'inconnu qui nous bloque, même surtout quand on est voyant. Quand on est voyant, ben, toi, tu n'as pas le choix. Donc, tu n'as pas le choix, mais nous sommes voyants, nous avons le choix. Mais on reste toujours bloqué dans cette peur, en fait. Et comme tu dis, c'est très bien. Effectivement, ce serait sans doute une expérience à vivre. Et je pense que ce serait aussi peut-être une thérapie pour beaucoup d'enfants, hein, pour commencer à se dépasser. Parce que lorsque tu fermes tes yeux, tu es dans un autre monde. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu aies confiance déjà en toi. Ça te permet d'avoir confiance en toi. Ça te permet effectivement d'avancer avec assurance. Et c'est ce qui permet effectivement d'être ce que tu es et ce que tu vas. Ton devenir aussi, c'est important, ça va se faire à ce niveau-là aussi. Alors, qui fait que je pense que j'ai traduit mon handicap en force. Je Mhm. l'ai traduit en force et je me rappelle, la mère de mes enfants, à l'époque, me disait, Ronnie, sers-toi de cet handicap. Et effectivement, j'ai compris. Alors qui fait que je me servais de cet handicap, mais je devenais de plus en plus fort parce que je devais m'adapter à chaque fois. À chaque fois, je devais m'adapter, à chaque fois, je devais avancer, à chaque fois, je devais trouver des solutions. Et je me rappelle, cette maladie t'empêche effectivement de voir sous les côtés des fois, soit en bas. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais stagiaire, je faisais de la menuiserie. Et par exemple, il y avait peut-être un marteau qui tombait. Les gars me disaient, ramassez le marteau là-bas, moi. Et je cherche le marteau. Je cherche, ils m'ont dit, mais tu vois pas ou quoi? Mais c'est juste là devant toi. Je dis, mais non, attends, où ça, à droite, à gauche, mais c'est mal, tu vois pas. Je dis, oui, ah, ok, c'est bon, tu vois. Mais en fin de compte, je trouvais toujours des Solution. stratégies pour ne pas faire comprendre que je ne voyais pas bien, quoi, que j'avais des problèmes de vue. Parce que sinon, on allait me mettre de côté. Mhm. Alors qui fait que ma vie, je dirais, ma vie a été, je jouais du théâtre pendant toute ma vie pour que je puisse m'intégrer
dans cette société qui ne te fait pas de cadeaux. Alors, j'ai dû m'adapter. Dans tout ce que je faisais, je m'adaptais. Lorsque j'ai passé mon permis à 19 ans, je me suis adapté. Trouver toujours une solution. Ma moniste me dit, mais Oni, lis pour moi la plaque d'immatriculation parce que l'inspecteur va te demander pour voir comment ta vision est. Et des fois, je dis, ah ouais, mais attends, mais Oni, il y a un problème, tu vois pas. Je dis, ah ouais, mais c'est vrai, j'avais oublié que j'ai été chez l'ophtalmo, on doit me refaire mes lunettes et j'ai déjà pris rendez-vous, etc., etc. Alors, je trouvais toujours une solution. Et puis après, ça passait, après, elle oubliait de me poser des questions si je voyais un truc ou pas. Je m'adaptais. En fin de compte, j'étais toujours en train de m'adapter, que je pense que sans doute, ça m'a conditionné, construit, et ça m'a donné aussi un moral, je dirais, enfin, un mental d'enfer, je dirais. C'est clair. Ça m'a donné un mental d'enfer. Et à aucun moment, j'ai eu peur parce que toujours t'es dit pour te dire, hein, toujours pour te dire, pour toujours exister. Toujours exister dans cette société. Alors j'ai dû, même parfois j'étais avec mes frères, il y a un gars qui venait me donner la main, il me choquait, il me disait, le gars vient te donner la main. Et je dis, alors, ça va? Tu vois, je lui donnais parce que cette maladie, tu vois pas en bas. Quelqu'un vient te donner la main, tu vois pas. Oh. Il fallait que je dirige mes yeux à chaque fois, tu vois, à chaque fois, je dois diriger mes yeux. Alors, pour te dire que j'ai passé ma vie je dirais, jusqu'à 40 ans, hein, 40 ans, 44 ans même, hein, à faire des scénarios. À faire des scénarios. Et c'est où j'ai fait le premier marathon en 2021, défi courage mental. C'est où j'ai parlé effectivement de ma maladie, de mon non-voyance, et que les gens, lorsqu'ils m'ont entendu parler sur la radio RCI, avec Patrick Soulez, ah ben, c'est à ce moment-là, ils ont entendu, ils sont venus devant le magasin parce qu'ils n'y croyaient pas. Parce qu'à aucun moment, je voulais que ces personnes-là, ça puisse me voir en tant que faible, en tant que tu n'as pas pitié, etc. Je ne voulais pas ça. Et souvent, quelqu'un qui a un handicap, effectivement, on le voit faible. Et moi, je veux montrer à tout un chacun que quel qu'en soit l'handicap, on est déjà fort dans notre tête. Parce qu'on arrive à accepter cet handicap. On a une chaise roulante, on l'accepte. On ne voit pas, on l'accepte. On a un seul bras, on l'accepte. On a une jambe, on l'accepte. Ouais, tu vois, alors, ça veut dire qu'on est déjà courageux de continuer à vivre et de continuer à exister dans cette société. Mais on est tout le temps en train de je dirais pas de se justifier, mais on est tout le temps en train d'être excellent. On doit toujours être dans l'excellence. Toujours prouver, voilà. Okay. On doit toujours prouver qu'on est capable de faire. Et c'est pourquoi le titre de mon livre, je l'ai entendu à une conférence, Autrement capable. Je me suis retrouvé dans ce mot-là, autrement capable. Je ne me suis jamais retrouvé, je dirais, en situation d'handicap parce que je pense que c'est péjoratif et c'est de te réduire. Ok. Alors, Paris 2026 a été la concrétisation de nombreux marathons. Tu as fait combien de marathons de Paris? J'en ai fait 6 marathons de Paris. Tu as fait 6 marathons. Donc, l'objectif était clair. Celui de 2026, c'était devenir champion de France. Exact. Mais, peut-être les gens ne le savent pas, tu as eu un petit pépin en fin de préparation. Exactement, ouais. Tu as eu un petit problème au mollet. Quand ça t'est arrivé, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah ben, je pense que c'est très bien ce que tu me poses comme question parce que je dirais que par rapport à mon expérience de vie, tout ce qui m'est arrivé pendant toute ma vie, hein, tout comment je me suis construit mentalement, j'avais pas peur. J'avais pas peur et surtout que j'avais des partenaires comme la Banane de Guadeloupe qui m'a fait confiance. Et aussi, sans oublier mon coach Cornélie Florent qui nous a fait un super programme et je ne voulais pas décevoir Cornélie parce qu'il me fait confiance. Il a confiance en Darius, en nous. Alors, il a porté sa confiance en nous. Et surtout notre partenaire de Banane de Guadeloupe qui a cru en nous aussi. Alors, lorsque j'ai cette blessure-là, souvent, il y a des gars que je leur disais, ouais, je me suis fait une blessure au niveau du mollet, tout ça, etc. Et ils me disaient que, mais c'est compliqué, hein, parce qu'une blessure au mollet, ça ne se soigne pas tout de suite. Il faut attendre au moins un mois et demi. Et je suis à moins de mois du marathon de Paris. Ah ben moi, alors moi, je leur ai dit, bon, écoute les gars, moi, je suis guéri dans ma tête. Okay. Dans ma tête, je suis déjà guéri. Et ce marathon-là, je vais le faire.
et je me suis donné les moyens. Ça veut dire que j'ai créé cette atmosphère de positivité dans mon corps, dans ma tête. J'étais déterminé. J'ai pris des rendez-vous. J'ai été voir un kiné. J'ai été voir 2 kinés. Qui veut dire, à un certain moment, on me disait que Oni, tu te disperses. Mais en fin de compte, moi, j'allais chercher le meilleur à chaque fois. Je cherche le meilleur. Je vois ce kiné là, il me propose ça, je fais ci, je fais ça. Je sens que c'est pas ça. Je vais voir un autre, je vais voir le médecin, je vais chercher un certificat médical, je vais voir un autre kiné. Et après, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, écoute, tu es en train de perdre du temps. Bon, alors, arrivé, j'ai une salle de sport à la maison. Je descends dans ma salle. L'effet que je ne peux pas courir, on me dit, il ne faut pas trop forcer dessus. Rappelle-toi, tu me le disais. Ne pas trop Oui, forcer mais dessus. bon, après, je connais le personnage. Il y a pas de... Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est-à-dire que toujours le meilleur, mais dans le meilleur, il y a aussi un peu d'excès. Et l'excès peut toujours aggraver certaines choses qui Exactement. méritent que du repos. Mais c'est vrai que pendant cette période, tu ne t'es pas laissé abattre. Non, à aucun moment. Tu as, t'as toujours, en fait, tu es toujours en quête de solutions, en fait. Ah ben voilà, voilà. Tu es, tu as vraiment un profil d'entrepreneur. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, en fait. L'entrepreneur est toujours à la recherche de solutions, hein. C'est apporter une solution à une problématique. Et par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu dis, depuis ta jeune enfance, tu t'es conditionné à ça. Et c'est vrai que bon, un moment, t'as charrié, hein. T'as charrié. Oui, monsieur, tout va bien. J'ai pas de problème, j'ai pas de douleur. Mais tu as montré que tu as cherché et tu as trouvé des solutions. Exactement. Et je m'entraînais sur le vélo, je tournais le vélo. Des fois, j'allais sous le tapis. Je dis, bon, il faut que je renforce. Je vois ce que le kiné me faisait faire. J'ai dit, bon, je mettais le tapis à 5 km/h, 6 km/h. Je mettais en pente au moins à 15%. Et j'étais sous la pointe des pieds un dimanche, hein. Je cours sur le tapis. Je suis resté pendant 1 heure. Je montais sous la pointe des pieds pour renforcer le mollet. En fait, j'ai fait des choses pas possibles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, toi-même, tu strappais pour moi Mhm. pour que je puisse faire du vélo. Après, lorsque j'allais faire des séances avec Darius, je strappais. Et des fois, je mettais les manchons. Mais à aucun moment, pendant la période de blessure, je suis resté en repos, hein. Ouais. À aucun Non, non, moment, c'est je suis vrai, resté en repos. J'étais t'étais en actif. mouvement, tu étais actif, Voilà. tu Quand- cherchais des solutions, quoi. je cherchais des solutions. Et Mhm. après un moment, j'allais à la mer, j'ai été à Sofaya, au bain de Souf. Je me massais, je me faisais masser beaucoup par mon ami Bernard. Bernard, qu'on appelle Bébert, Bernard Maès, il me massait. Des fois, je venais au magasin, je dis, bon, Bébert, tu me masses. Et il sentait la douleur, il appuyait, ça me faisait très mal, il appuyait. Je dis, vas-y, appuie, appuie, appuie. Euh, voilà, mais moi, à aucun moment, pour moi, je dois guérir. Tu étais dans ton objectif. J'étais dans l'objectif, je dois guérir, j'étais conditionné, j'étais robotisé Mhm. par cet objectif du marathon de Paris. Et je me suis dit, c'est le dernier marathon d'été que je vais faire. Ce marathon-là, ça sera mon dernier, mais je dois sortir par la grande porte. Alors, qui fait que j'ai fait une séance avec Darius. On était parti sur du 7, du 3 fois 30 minutes, aller au marathon. Je suis arrivé au 17e. On devait faire 25 km. Et au 17e, la douleur est venue. Tac! J'ai du mal, j'ai dit, waouh! Alors, on était au niveau de l'hôpital Oh. et on devait aller à l'OI6. Alors, on s'est arrêté là. Et j'ai marché. Pendant que je marche, je dis, mais Daz m'a dit, Ronnie, tu es sûr que ça va aller? Tu penses que ça... On dit, t'inquiète, ça va aller. Et je boitais. Et comme j'avais des exercices que le kiné m'avait montré, Mhm. imaginez-vous, hein, pour vous montrer hein, la détermination, hein, je marchais sur le talon pour renforcer les tendons. Les tendons, je marchais dans la rue comme ça, avec Darius. Je marchais, je marchais. Darius m'a dit, mais comment ça? Je dis, non, mais je renforce. Tu vois? Après, je me mets sur la pointe des pieds. Je marche, je marche. Alors, tu vois, et là, j'ai fait tout ça, tout ça. Et après, cette même expérience, 4, 5 jours après, j'ai tenté encore. Ce jour-là, tu m'avais bien strappé. Et j'ai fait, justement, on a fait les 25 kilomètres. Et là, ça a été validé. Ça a été validé et j'ai fait sans douleur. J'ai dit, Darius, sans douleur. Et on a terminé les 5 derniers kilomètres. On est monté à 14,5. On a fini au moins à 15 km/h.
J'étais ravi. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon coach Cornélie, Florent, et je lui ai dit, regarde la montre, je l'ai fait. C'est bon, comme ça, tu vas faire l'analyse, tu vas voir. Je l'ai fait, je suis content. Il m'a dit, ah ouais, super, je suis content. Nan, nan. Ah ben voilà, ben c'est ça, Teddy. C'est ça que je veux montrer aux gens que c'est pas se dire que je mets des baskets, surtout si on a un objectif. Il faut garder la trajectoire. La trajectoire, c'était le marathon. Et comme je dis, il faut fixer le point. Et en fixant le point, tu vas chercher le point. Donc, c'est vrai que là, en plus, Paris, c'était particulier, hein. C'est-à-dire que cette année, Paris a battu son record d'inscrits, 60 000 personnes. Exact. Quelqu'un qui n'a pas encore peut-être fait un marathon ou, à part peut-être les concerts de Beyoncé, avoir 60 000 personnes dans un même événement, il faut le vivre. Mais toi, comment tu as vécu ça, en fait? Est-ce qu'en tant que quelqu'un de non-voyant, tu ressens cette effervescence, tu ressens les 60 000 personnes autour de toi, tous dans un objectif, ben, c'est d'arriver, hein. C'est-à-dire d'autres, ils ont du temps, mais malgré arriver avec son objectif de temps, de performance, l'objectif, c'est d'avoir la médaille, d'être finisher. Toi, comment tu as vécu ce départ avec ben, tout ce qui s'est passé ben, pendant ta préparation, surtout en fin de préparation, qui peut entraîner certains doutes, mais bon, comme tu dis, tu as validé ta dernière séance. Donc, comment tu étais, en fait, lors de ce départ? Alors déjà, avant le départ, il faut savoir qu'on a eu un petit programme pour nous mettre en jambe. On s'est acclimaté là-bas, hein. On est parti 10 jours avant le jour du marathon pour s'acclimater. On allait s'entraîner sur le stade où on était à Port-d'Orléans. On allait des fois, lorsque le stade n'était pas disponible, on allait dans un parc, hein. On courait dans le parc. Et puis, on avait une dernière séance pour se mettre bien. Et du coup, lorsque Darius et moi, il faut savoir que lorsqu'il était, Darius me dit, la veille, on était ensemble. Il me dit, bon, ben, on ira pour 6 heures. 6 heures sur le stade. Comme ça, on ira tôt pour finir la séance, comme ça, on aura la journée. Alors, du coup, toujours, comme je dis, l'objectif est en tête, hein. Alors, je mets mon téléphone sonné parce que Darius m'a donné 6 heures. Moi, je pense que je dois respecter, comme je dis, le respecter. Et Darius, c'est quelqu'un de très organisé, très sérieux. Du coup, mon téléphone a sonné à 5 heures. Je me suis réveillé. J'ai préparé mes chaussures, mes manchons, mon short. J'étais avec mon fils ce jour-là parce que j'ai emmené mon fils pour qu'il puisse vivre cette expérience-là aussi avec moi. Dans la chambre, on est resté, on s'est retrouvés pendant une bonne semaine à deux. Il a vu comment j'évolue, il a vu comment je fonctionnais. Et ça m'a fait plaisir. Je pense que ça va rester dans sa tête. Est-ce que ça l'a donné envie de se dire peut-être que moi aussi je ferai un marathon un jour comme mon père? Est-ce que vous avez échangé à ce niveau-là? La seule chose, quand je lui dis ça, il rigole, il me dit, papa, je sais pas. Je sais pas, papa. Mais je dis, mais tu pourras. Regarde, il me dit, ouais, mais papa, je sais pas. Tu vois, les jeunes là, ils ont peur de souffrir aussi, hein, malheureusement. Alors, il m'a vu évoluer. Ça, c'est important. Je voulais qu'il voit ça, cette expérience. Et du coup, je me suis préparé. J'ai préparé mon bracelet, j'ai tout préparé. Et j'ai donné, Darius m'a donné 6 heures. Il me récupère à ma chambre d'hôtel. 6 heures moins 10, j'étais assis. J'étais assis dans l'allée de l'hôtel, assis derrière la porte. Et je faisais des étirements pour étirer les muscles tranquillement. Et j'entends l'ascenseur qui s'ouvre. Je dis, ça, c'est Darius. Il était 6 heures, 5h55 précisément, pour vous dire comment Darius est carré. Moi, et lorsqu'il il tourne, il sort de l'ascenseur, vous voyez, il me voit assis par terre, déjà en train de l'attendre. Alors, pour vous montrer la discipline et le respect, et de savoir qu'on est prêt. Ça veut dire qu'on est conditionné, on est prêt. Alors, pour répondre à ta question, arriver sur le marathon avec 60 000 personnes, on était dans des sas de 10 000 Toi, personnes, c'est de dans quel 15 sas, 000. toi? Je suis parti dans le sas de 3 heures. 3 heures. Voilà, dans le C'est sas de c'est quoi 3 heures. c'est quoi l'allure, ça? Alors ça, il faut compter au moins, on est à 4,15. 4,15 en vitesse, Ouais. c'est On quoi? est au moins à 14 km/h. 14 km/h. 14, 13,5, 13,8. Mhm. Voilà, c'était les allures là Ok. qu'on devait faire. Et du coup, ben, j'étais dans ce sas de 3 heures. Il y avait énormément de monde. Et je peux te dire, lorsque tu es aligné avec autant de personnes et que tu entends le speaker qui est en train
parler de Paris, Paris sous vos pieds, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Il commence à parler anglais. Tu sens que ça monte en ébullition. C'est clair. Ton cerveau même commence à être en mode guerrier. Tu dis, mais purée, mais tu es là. Tu sors de la Guadeloupe et tu es là, tu es présent. Et c'est 3 mois d'entraînement, 3 mois de sacrifice, 3 mois de se réveiller à 4 heures du matin, 3 heures du matin, 3 heures et demie, courir sous le tapis des fois. Enfin, tout ça revient dans ton cerveau. Et tu dis, mais enfin, le parcours, c'est pour la finalité, c'est là, toute la C'est préparation. maintenant là. C'est là la finalité. Et là, effectivement, j'ai préparé ma montre, le guide l'a préparé pour moi, j'ai préparé mon bracelet, on s'est accroché. Et puis après, il me dit, Ronnie, relâche-toi, ça va bien se passer. On est tranquille, on est bien. Il y avait Woody à nos côtés, il ne l'a pas fait, mais il nous a accompagnés sur le départ. Ah. Et puis après, les élites sont partis. Et lorsque les élites sont partis, ça fait paf, mais ton cœur fait paf. Là, tu dis, tout à l'heure, ça sera ton tour. Ça sera ton tour tout à l'heure. Et puis après, quelques minutes plus tard, on te dit, voilà, tu vas partir. Et après, tu entends paf. Lorsque c'est paf, David m'a dit, Ronnie, la montre, fais partir. Clic, j'ai fait partir la montre. Et puis après, tu rentres dans le truc. Mais tu as énormément de monde autour de toi. Et là, il faut faire attention. Parce que les gens passent à côté, les gens partent vite. Et il faut savoir que tu pars, mais il faut comprendre que tu pars pour 42 km 95. Mais nous, on avait notre programme, notre plan de course avec notre coach qui nous a donné le plan de course, M. Corneli. Et avec la montre, effectivement, notre montre est programmée. Et là, Darius gérait effectivement. On est parti, on était à 5 minutes au kilo. On était à 5 minutes au kilo, on a gardé ça un moment. Et après, Darius me dit, bon, mais on est là, il faut qu'on monte là, il faut qu'on monte en allure parce que sinon, on sera pas dans le temps. Après, on est remonté. Et après, comme il y avait des autrement capables aussi, parce qu'on était au moins près d'une cinquantaine autrement capables, il y avait des non-voyants, il y avait des personnes sourdes, il y avait un peu tout, en fin de compte. C'est les mêmes catégories ou il y a des catégories différentes? Non, ma catégorie, c'était 11. C'est non-voyants. Ok. Et t'es 12. C'est les malvoyants. Tu as tes Ok. 50. Il y a plusieurs. Et après, tu es classé par rapport à ta catégorie. Ok. Et du coup, il y en avait 2, 3 qui arrivaient. Darius me dit, bon, mais tu as 2 gars qui sont non-voyants. Ils sont à côté là. On les a retrouvés, on les a rejoints. Et après, on est resté à peu près 2-3 km avec eux. Après, Darius m'a dit, bon, mais il faut qu'on monte l'allure parce que là, selon le coach, là, il faut qu'on commence à monter. Et puis après, au fur et à mesure, on commence à monter. Au fur et à mesure, on commence à les distancer. Et puis au fur et à mesure, après, je ne cache pas, hein, au 15e kilomètre, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? parce que là, il manque encore des kilomètres. Et là, je me dis, mais putain, le cerveau a commencé à bugger. Et, je me dis, mais putain, mais ça commence à faire mal là tout à l'heure. Mais en parlant de ça, parce que tu me dis au 15e kilomètre, on connaît tous ceux qui font des marathons ou qui ont entendu parler des marathons, ils ont entendu parler aussi du mur du marathon. Alors, c'est tout le monde, c'est la théorie, entre 25 et 30 km. Alors, quand tu as commencé à te poser des questions, est-ce que pour toi c'était le mur ou en fait tu t'es déconnecté de la course? C'était quoi? Mais est-ce que même tu as connu ce mur en fait? Non, finalement, je n'ai pas connu le mur. Et comme tu dis, j'étais déconnecté de la course en fin de compte. Ça veut dire que comme je connais un marathon, je sais que plus ça va, plus tu montes en allure, plus tu vas commencer à le cœur, le battement, enfin voilà, ça va passer, ça va monter en crescendo. Et sans compter effectivement le nombre de personnes qui sont autour de toi, c'était... Et puis après, sur 1 kilomètre, après, je suis rentré dans la course. Je suis rentré dans la course et j'ai commencé à courir réellement. On avait les doudanes, on avait les ronds-points, on avait passé sous les tunnels. Après, ce qui m'a fait encore du bien, c'est que je pense que c'est un ami d'enfance qui m'a reconnu et qui me disait « Zami Amwe Ronnie, allez, Zami Amwe Ronnie, nous faisons l'école ensemble. » J'ai entendu ça. Alors, ça m'a donné de la force, effectivement, à aller, à continuer à me dépasser.
Ok. Mais et l'arrivée, comment tu as vécu l'arrivée? Quand tu es arrivé, est-ce que tu savais que tu étais champion de France ou tu ne savais pas Ah encore? ben non, je ne le savais pas. La seule chose, lorsque je regardais, on était il nous restait 5 kilomètres, on était à 3h01. Mhm. 3h01, il nous restait 5 kilomètres à parcourir. Et je pense que j'ai senti le manque des 2 semaines d'entraînement, c'est là, j'ai payé ça là. Parce que c'est au moment, effectivement, un moment, j'avais plus de carburant. Tu as vu une voiture à un moment, tu dit, qui n'a plus de carburant pour avancer. Ah ben, je suis arrivé à ça. Plus de carburant. Et à un moment, Darius me disait, Ronnie, allez mon frère, allez mon frère, allez mon frère. Il m'encourageait, allez mon frère, allez mon frère. À combien de kilomètres que tu as, Euh, non, j'ai commencé à arriver au 4e kilomètre, 3e kilomètre. Et plus ça allait, tu dit, avant plus, l'arrivée? avant l'arrivée, Ok. plus ça allait, plus je sentais plus mes jambes. Donc le mieux, tu l'as connu assez tard, en fait, Ouais, très finalement. tard, C'est-à-dire, très tard. oui, Mais je pense ce qui s'est passé, je me suis pas alimenté au bon moment. ok. J'ai pas, il me manque, je devais prendre un gel, mais comme j'étais explosé, qui fait Ok. que je pouvais même pas prendre le gel dans ma sacoche. Tu n'avais plus la J'étais pas lucide. lucidité. Ouais. Ouais, Ok. j'étais plus lucide. J'étais plus. La seule chose qui était dans ma tête, c'était l'arrivée. L'arrivée. C'était l'arrivée. Fine aimait ça. Ouais, exactement, exactement. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma jambe ne réagissait plus. Je courais, mais c'est la tête qui me faisait avancer. Et à un certain moment, je me suis carrément, hein, ils peuvent le savoir, c'est important, je me suis mis en sommeil. Je Ok. me suis mis en sommeil dans ma tête qui veut dire j'ai oublié la douleur. Je ne sentais plus. En fin de compte, c'est comme lorsque tu es dans la mer, tu flottes. Tu te laisses porter, quoi. Tu te laisses porter. Je me suis laissé porter par le public et je courais. Et c'est pour ça, à un certain moment, sur la fin, certaines personnes qui ont vu la vidéo, hein, ils me voyaient qui tanguaient. Ouais. Voilà, tu vois, mais en même temps, j'étais en train de. Je me laissais aller. Je me laissais aller et la douleur, je ne ressentais plus la douleur. Je ne Ok. ressentais plus mon corps. Ouais. Enfin, moi, j'étais dans l'espace. Et quand j'ai franchi la ligne, quand j'ai franchi un moment, je, je me demande à quel moment ça va s'arrêter, ça va se terminer. Tu te rends pas compte comment c'était dur vers la fin. Et je vais rebondir sur Bruno qui disait, pour vous montrer, hein, lorsqu'on est non-voyant, comment c'est énorme ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je dis, quelqu'un de non-voyant qui gagne une course, il faut respecter parce que je suis devenu champion de France sur le marathon de Paris. Mais il n'y a pas eu de mérite, hein. On n'a pas entendu les médias de la France parler comme, parce que c'est énorme. Pour te dire, Bruno te disait comment il s'est retrouvé motivé. Il a vu quelqu'un, tu as vu? Il a vu quelqu'un. Mhm. Ça l'a déclenché. Mhm. Ça l'a déclenché pour permettre effectivement de remettre les gaz. Mhm. Lorsqu'il a rencontré un gars, le gars il disait au gars, bon, mais ils vont ensemble. Après, le gars était en train d'accélérer. Et lorsqu'il a senti que le gars était en train d'accélérer, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son allure. Et en même temps, et comme il disait, il savait que lorsqu'il était au bas de Vincennes, tout ça, après il y aura l'arrivée. Enfin, il a des repères à tout moment pour se remotiver. Mhm. Tu dit, je suis dans le noir, je vois rien, j'ai rien pour me motiver. La seule chose, c'est la voix de Darius, mon guide, qui me dit ça monte, ça descend, il y a des pavés, il y a ci. Mais j'ai pas d'informations. Et quand tu n'as pas d'informations, c'est l'infini. La douleur est infinie. Tu ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Mais quand tu vois la ligne et tu connais le chemin, tu sais que tu as peut-être pour 2-3 kilomètres, Ouais, tu as un repère, tu en as un fait. repère. Et là, tu n'as pas de repère. Et tu te conditionnes sur 2 kilomètres. Mhm. Mais tu dis, je ne peux pas me conditionner parce que je ne sais même pas où je suis. La seule chose que je cours, je fais que courir. C'est pourquoi que si je dis que c'est très méritant, quelqu'un qui ne voit pas, Mhm. c'est super méritant de voir la performance qu'il arrive à faire. Mhm. Et c'est pourquoi je dis qu'à un moment, sur le livre, il le dit, hein, je le dis, mes rêves, de voir effectivement que les Jeux Olympiques, que nous puissions avoir le même public, les mêmes applaudissements, et dans différentes séries. Tu sais qu'il y a une série de 100 mètres qui va partir, là, mais après, il y a une série de personnes autrement capables qui partira. Après, ainsi de suite. Les Mais, paris, les paris sont coupés. Paris, je pense sur les Jeux paralympiques, a amené, en fait, je pense que ça
il y a eu cet engouement. C'est-à-dire que je pense que ça a été peut-être l'année où c'était le plus, comme c'était peut-être Paris, en termes de visibilité, il y a eu énormément de visibilité sur les athlètes olympiens. Et ça a permis, même moi, hein, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, de voir, ben, comme tu dis, des sportifs autrement capables, mais aussi méritants dans la vie de tous les jours, mais qui ont des capacités extraordinaires dans leur activité, dans leur sport, parce qu'ils ont des disciplines qu'on ne connaît pas, qui sont spécifiques à leur handicap. Et ça a créé, moi je parle de pour moi, Mhm. une attache beaucoup plus importante et beaucoup plus méritante qu'un sportif de haut niveau. Sans remettre en question les compétences d'un sportif de haut niveau, Mhm. parce que bien sûr, c'est quelqu'un de méritant. Il faut avoir les capacités physiques, mais les capacités surtout mentales pour pouvoir être bien calibré, avoir cette discipline. Mais ce sont des gens aussi qui ont cette discipline, mais qui avaient une forme de, ouais, une forme de tendresse qui était, quelque chose de beaucoup plus attachant et beaucoup plus fort par rapport à ce qu'eux, ils pouvaient faire, en fait. Montrer que, comme tu dis, hein, faire différemment et parce qu'on peut tous faire différemment. Mhm. Dans ma philosophie, on fait, sans handicap ou autre, même quand on est, on va dire, valide, on va faire la même chose, on va le faire différemment. Parce que chacun a son identité, donc chacun le fait différemment. Mais moi, j'avoue que j'étais plus touché. J'ai beaucoup aimé les Jeux Olympiques, mais j'avoue que j'étais agréablement surpris de comment moi je me suis retrouvé happé à regarder les Jeux paralympiques aussi. Je trouvais ça très, très motivant. Je trouvais ça fort, en fait, très, très fort. Ah ben effectivement, c'est comme je disais que les Jeux paralympiques, hein, on a vu des sportifs de haut niveau, des personnes qui se dépassent malgré l'handicap, hein. Et je dis que ces personnes-là, ça sont, je dirais, c'est des gens, je dis, je vais même aller au-delà d'être courageux, mais ils sont dans l'acceptation. Et de faire ça, c'est de montrer effectivement qu'ils existent, hein. Mais qu'ils existent, je souhaite un jour qu'on puisse effectivement les reconnaître avec, de le faire ensemble, Mhm. les Jeux olympiques avec les Paralympiques, et que tout le monde est ensemble, tout le monde va se confronter avec dans différentes séries, comme je le répète encore, et que les publics qui sont là pour les valides, mais ils seront là aussi pour les deux. Et ça, je trouve que ça serait super d'arriver à ça. L'inclusion, c'est là qu'on parle de l'inclusion. L'inclusion pour tous, c'est là qu'on doit faire je dirais, cette communion qui est Mhm. très importante dans le monde entier. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, les choses se font, mais ça, c'est pas encore, ça demande encore. Oui, ça va prendre son temps, mais j'ai trouvé qu'il y a un énorme pas qui a été franchi par rapport aux Jeux paralympiques de Paris. Et je pense que c'est quelque chose qui prendra de l'ampleur avec un ambassadeur comme toi, avec d'autres ambassadeurs. Je pense que c'est quelque chose qui prendra de l'ampleur. Par rapport, alors, l'objectif était atteint, hein. Tu es devenu champion de France dans ta catégorie. Est-ce que cet objectif, ce fait d'être, champion de France, ça a changé ton regard pour toi, à travers toi? C'est-à-dire comment te dire? Est-ce que ton le regard de qui est Ronny, mais pour toi, il a changé? Hem, je dirais que sans doute, ça a changé peut-être, mais même jusqu'à aujourd'hui, hein. Des fois même, je suis chez moi, je dis: «Mais Ronny, tu es champion de France». C'est vrai qu'il y a que 3 semaines, je j'ai pas encore vraiment peut-être consommé ou prendre, je sais pas. Mais, où j'ai vu, comment c'est fort, j'ai été cet après-midi, à l'école de Douville, à Sainte-Anne, primaire. Et quand j'ai vu l'accueil que les enfants, m'ont donné, la directrice et avec, les enseignants, qui m'ont reçu, mais c'était impressionnant. C'est comme s'ils avaient quelqu'un de différent, mais
qui a fait quelque chose d'énorme. Et moi, là, tout le monde a envie de faire une photo avec moi. Mais je dis, mais Ronnie, mais tu as fait quelque chose de fort. Et je peux dire que cette médaille d'or, effectivement, j'ai été le chercher. C'est un long chemin, comme je dis. Un long chemin avec beaucoup d'abnégation, de persévérance. Ouais, il y a eu beaucoup. Il y a de la douleur. Il y a bien sûr des moments difficiles, des moments que t'as envie de lâcher, tu as envie d'abandonner. Après, tu te remets en question. En fin de compte, tu es toujours en train de te remettre en question parce que euh, une préparation, c'est pas simple, hein. Alors, d'avoir cette médaille d'or, et, je pense que c'est la finalité d'un long parcours parce que c'est pas simplement 2026, hein, mais c'est un parcours de 2021 à 2026 qui a fait ce parcours, ce chemin avec toutes les personnes qui étaient autour de moi pour permettre effectivement d'aller. Il faut dire aussi que j'avais l'ambition aussi d'aller aux Jeux Olympiques aussi. Alors, j'ai eu l'occasion de m'entraîner à l'IMSET avec Widi. On est resté quand même un mois en hexagone. Alors, j'ai visé l'étoile, je suis tombé dans les nuages. Alors, pour montrer encore, j'ose toujours, en fin de compte. Et je le disais, hein, je suis champion olympique et je serai champion olympique. Je le disais, mais qui sait? Qui sait? Sans doute, je serai un jour, Peut-être dans la discipline. dans une autre discipline, je serai champion olympique. Pourquoi pas? Qui sait? Alors, pour vous dire qu'à aucun moment, je me mets de limites et je dis que en se mettant des limites, effectivement, on ne peut pas être visionnaire. Alors, être visionnaire, c'est de ne pas se mettre de limites et c'est de prendre ce qui vient à toi. Et il y a des choses qui arrivent et que tu prends. En tout cas, oui, ça a changé un peu mon regard. Ça a changé aussi ma vision sur pas mal de choses. Et ça, une chose est sûre, c'est que je sais que un marathon, t'es dit, je pense que je suis arrivé au bout des marathons. Je pense qu'à 52 ans, je peux, je peux dire que Tu vas fermer cette page? ouais, je pense que cette page Tu vas la sera tourner, je fermée. dis la Ouais, fermer. ouais, je vais la tourner. Je vais tourner cette page, je pense, et passer à autre chose. Mais Ah. ne pas finir quand même sur le plan sportif, on va continuer. Mais le plan marathon, je vais laisser ça pour d'autres jeunes qui veulent tenter l'expérience et que je vais les inviter, les inciter à commencer par un semi-marathon et aller sur un marathon. Et je pense que c'est une très belle expérience. Ça peut être aussi un défi personnel pour tout un chacun, quelle qu'en soit l'allure qu'on va le faire. J'incite à toute personne de tenter cette belle expérience du marathon parce qu'un marathon, le marathon de New York, de Paris, de Berlin, etc., ce sont des super marathons. On voyage, on voit du pays. Voilà. Alors, en fin de compte, c'est le sport aujourd'hui, c'est un vecteur, je dirais, pour la santé mentale, surtout, t'es dit. Je vais conclure par une dernière question. Si le Ronnie d'aujourd'hui pouvait parler à ce petit garçon de 11 ans, on lui a diagnostiqué une rétinite pigmentaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais à ce garçon de 11 ans, c'est juste une rétine pigmentaire. C'est pas une fatalité. Au contraire, il faut se servir de cette rétinite pigmentaire pour permettre effectivement d'avoir déjà plus confiance en lui, de ne pas se laisser abattre parce que avoir cette pathologie, pour lui, c'est pas simple, mais de s'adapter à cette pathologie, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire à ce petit jeune, c'est de 11 ans, de continuer à vivre, de continuer à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, de continuer à s'adapter parce que nous sommes des personnes, on sait s'adapter, on sait s'organiser. Et comme sur mon livre, je le dis, hein, je vais m'organiser. Je pense que ce jeune-là, il peut s'organiser et il peut faire des choses extraordinaires parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour permettre effectivement. À mon époque, c'est vrai que ça demandait beaucoup plus de choses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités par tout ce qui est numérique, etc. Je pense que l'handicap, comme je dis, ce n'est pas son identité. Justement, il sera autrement, mais capable. Et c'est d'accepter
d'accepter cela, d'accepter que tu as une rétinite et que tu vas vivre différemment, mais tu vas faire des choses formidables et de grandes choses parce que, regardez, hein, je montre le chemin et je pense qu'ils peuvent faire aussi mieux que moi et je veux qu'ils fassent mieux que moi parce qu'ils ont cette capacité de faire meilleur. Moi, c'est comme je dis, comme l'aviation, ça a commencé par pas mal d'échecs, pas mal de choses. Et aujourd'hui, on regarde comment on visite le monde un peu partout dans des Boeing, dans des 732, des 740, etc. Alors, pour vous dire que les choses évoluent. Et là, ce jeune-là, il faut qu'il fasse son plan et qu'il soit l'architecte de sa vie. Super, Winnie. Ben, je te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un super moment. Je ne sais pas, toi, comment tu as trouvé? Ah ben, c'était un moment magique. Les questions étaient super bien posées. J'ai beaucoup aimé et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y aura peut-être épisode Non, 2. mais avec toi, Winnie, il faudrait faire une série, tu vois. Mais super, je te remercie de ce moment. Et Merci. on se dit à bientôt. À bientôt.